Monsieur, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux informations. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Mopti. À sa descente d'avion, Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu par le ministre de l'administration territoriale et par le gouverneur de la région. Le chef de l'État entame ainsi une visite de 3 jours qui sera marquée par l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-économiques, nous signalent nos envoyés spéciaux Brahma Traoré, Amadou Sankaré, Adama Kamara et Ibrahima Koulibaly. Dès 14 h, le Mali dans toute sa diversité était mobilisé à l'aéroport international de Mopti. Un beau monde venu accueillir le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. « 16h06 exactement, l'avion présidentiel amorce la descente avant de s'immobiliser sur le tarmac de l'aéroport. Tout de blanc vêtu, le chef de l'État est accueilli par le gouverneur de région, suivi de l'exécution de l'hymne national du Mali. Ensuite, le président de la République reçoit les honneurs militaires et salue les corps constitués, après quoi il se dirige vers un salon d'honneur de l'aéroport international de Mopti. 30 minutes plus tard, la délégation présidentielle s'ébranle vers la ville. De l'aéroport au camp militaire de Sévaré, une foule impressionnante était massée au bord de la route pour souhaiter la bienvenue à Ibeka. Par cette grande mobilisation, les populations de Mopti témoignent une fois de plus leur reconnaissance au président de la République pour le choix de la 5e région pour cette première sortie à l'intérieur du pays. À peine arrivé en 5e région, le président de la République a procédé à la place d'armes de Sévaré à la découverte de la stèle aux morts dédiée aux Maliens et étrangers qui ont défendu la nation malienne. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour souligner que tous les moyens seront mis à la disposition de l'armée pour réussir ses missions. Par ailleurs, il a demandé au ministre de la Défense de payer dans les meilleurs délais la prime spéciale d'opération des militaires. Nous écoutons le président de la République au micro de nos envoyés spéciaux. Nous ferons tout pour équiper cette armée. Nous ferons tout pour que cette armée soit à hauteur. Nous ferons tout pour que les hommes et les femmes qui servent cette armée soient dans des conditions de dignité, qu'ils ne connaissent plus l'infra-humanité. Non. Non. Quand des hommes et des femmes donnent leur vie pour la nation, ils méritent le meilleur de la part de la nation. Pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que dans les meilleurs délais, les primes spéciales d'opération soient payées. Je ne saurais tolérer aucun retard dans ce genre de domaine-là.
Cela est clair. Je vous le dis, je vous dis aux chefs militaires que ces primes sociales soient payées dans les meilleurs délais. Et j'y veillerai moi-même, Inch'Allah. Je voudrais rassurer nos forces armées qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sympathie autour de nous parce que nous sommes allés dans le monde 10 ans le Mali. Nous sommes allés dans le monde 10 ans de la réalité que nous vivons dans ce pays, que nous avons vécu dans ce pays, qui a été souvent fardé ou alors très mal traduite. Notre devoir, notre mission, je l'ai dit, est désormais de dire cela dans le monde entier. Partout, partout, partout. Il dit quand on a été investi de la manière dont nous le fûmes, on n'a pas le droit à quelque complexe que ce soit quand il faut dire la patrie. On n'a droit à aucun repos quand il faut réarmer la nation, au moral, donc au propre comme au figuré. Et les détails de cette rencontre avec les militaires dans nos éditions de demain. Parmi les faits marquants de cette visite présidentielle à Mopti, l'inauguration demain des nouvelles infrastructures abritant l'hôpital Sominé-Dolo de Mopti à Sévaré. La construction de cet hôpital qui dispose d'un plateau technique de dernière génération s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement socio-sanitaire. Yacouba Mega. Le nouvel hôpital Sominé-Dolo de Mopti, dont l'inauguration par le président de la République est attendue avec la plus grande joie, tant dans la région de Mopti que celle du Nord, est un établissement public hospitalier de haut standing situé à Sévaré au bord de la route nationale numéro 15 sur l'axe Sévaré-Gao. Il est bâti sur une superficie d'environ 12 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de plus de 120 lits. L'événement d'aujourd'hui marque effectivement une grande avancée dans la prise en charge des malades dans la région de Mopti. Il faut signaler aussi que l'événement a une symbolique forte. L'hôpital est le produit de la coopération entre le Mali, la Belgique et la France. Donc dans le cadre de cette coopération, la Belgique et la France ont décidé de financer un certain nombre d'activités et d'infrastructures dans la région de Mopti. C'était en appui au PRODES. La réalisation avec l'équipement, c'est autour de 6,5 milliards. Par rapport aux activités cliniques, l'hôpital peut jouer aujourd'hui un rôle de troisième référence. En témoigne l'existence de presque tous les services médicaux avec un plateau technique très performant. L'hôpital que nous nous apprêtons à inaugurer est un hôpital de deuxième référence classé comme tel. Mais en réalité, si on se réfère au plateau technique, c'est un plateau technique assez complet, de dernière génération, qui est en fait le plateau technique d'un hôpital de troisième référence. Ça veut dire que c'est un hôpital qui a été conçu pour recevoir les malades référés des différents centres de référence de la région de Mopti. Également, il va recevoir les référés des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Il faut rappeler que l'hôpital Sominé-Dolo de Mopti hérite d'un établissement sanitaire bâti au début des années 50 dans la ville de Mopti avant de transférer le 8 octobre 2012 sur le nouveau site à Sévaré. Il y a 34 ans, disparaissait Abdulkarim Kamara dit Cabral. Les Maliens se souviennent de l'homme dont les idéaux sont encore d'actualité. Cet après-midi, le Premier ministre a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte son nom. Le Premier ministre de souligner que le combat de l'ancien leader estudiantin doit servir d'exemple pour la nouvelle génération. Mohamed Diarra. Le monument Cabral en commune 4 du district de Bamako fait peau neuve pour la célébration du 34e anniversaire de la disparition d'Abdulkarim Kamara, celui-là même dont le monument porte le nom. Acte 1 de la cérémonie, la marche funèbre organisée par l'AMSUNAM et l'AEM sur une distance d'environ 500 mètres. Le second acte a été le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument par le Premier ministre Oumar Tamli. Le chef du gouvernement sacrifie ainsi à une tradition bien ancrée depuis maintenant 3 décennies. Il s'agit de rendre hommage à l'ancien leader estudiantin Abdulkarim Kamara dit Cabral et ses compagnons de lutte. Je suis très ému. Parce que c'est un jour du souvenir et qu'il est important que la mémoire d'Abdulkarim Kamara et de ses camarades militants
le mouvement estudiantin soit préservé, soit maintenu, de façon à ce que la jeunesse se rappelle que ce qui aujourd'hui est un acquis a été la démocratie, l'exercice régulier, normal des libertés publiques a été obtenu au prix du combat de plusieurs générations. Générations qui se sont succédées et qui ont porté, qui mues par l'amour de la patrie, par un idéal démocratique, ont payé le prix fort. Après 34 ans, l'héritage légué par Abdoukarim Kamara se perpétue. Il s'agit de donner à l'école malienne ses lettres de noblesse. Une école démocratique, performante et surtout équitable. Ce sont là quelques idéaux qu'incarnait Abdoukarim Kamara. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous exhortons à doter notre pays de quelques internats en créant des lycées d'excellence où tous les enfants du Mali, noirs et blancs, fils de ministres ou de paysans, apprendront à vivre ensemble pour mieux se connaître. Oui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'unité du Mali et la pérennité du Mali sont à ce prix. Les enfants du Mali ne doivent pas être étrangers les uns pour les autres, car l'étranger, c'est l'étrange, le singulier, celui qui n'est pas moi. Ces lycées d'excellence doivent être au sud comme au nord et surtout au nord, Gao, Tombouctou, Kidal. Ces moments fantastiques de brassage que la génération Cabral a connus, nous voulons les laisser en héritage à nos enfants et cadets de l'AIM. Pour le chef de gouvernement, la lutte enclenchée par Cabral doit guider les pas de la nouvelle génération. Nous devons à la génération de Cabral et à ceux qui sont tombés alors, à ceux qui ont milité alors, à ceux qui se sont battus, Ibrahim Chokari et d'autres, nous leur devons de cultiver l'excellence. Et je pense que je suis très heureux que le message du secrétaire général ait été articulé autour de cela. Ce que le sacrifice de Cabral dit aux jeunes générations, c'est que le pays se construit dans la douleur, c'est que le pays se construit dans l'effort, le pays ne se construit pas dans la facilité. Il nous faut nous lever, travailler dur, travailler encore et toujours, pour mériter de ce que nous avons reçu en partage. Ce que nous avons reçu en partage est quelque chose de fragile. Nous devons œuvrer ensemble, continuellement, le préserver. Le secrétaire général de l'AMSINAM a profité de l'occasion pour émettre des souhaits. Il s'agit par exemple de faire du 17 mars une journée du civisme sur l'étendue du territoire. Cette journée vise, selon lui, à inculquer aux élèves étudiants les valeurs de nos martyrs. L'AMSINAM demande aussi la création d'une commission de réhabilitation. La nouvelle génération est donc venue se ressourcer au pied de ce monument. Selon la presse internationale, des membres du mouvement armé Menela se seraient rendus en Russie où ils auraient eu des entretiens avec les autorités de ce pays. C'est dans ce contexte donc que le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de la Russie au Mali pour en savoir davantage. Après cette entrevue, Zahabi Ould Sidi Mohamed nous fait le point. Il est interrogé par Al-Husseini Touré. J'ai reçu ce matin même l'ambassadeur de Russie, parce que ça a été publié dans la presse, je crois, le vendredi. Et il est venu de lui-même nous expliquer un peu ce qui se passe. Bon, je crois que les choses ne sont pas rapportées telles qu'elles sont, d'après ce que l'ambassadeur nous a expliqué. Il nous a dit effectivement, j'étais avec mes collaborateurs, que Bilal est passé pour leur dire qu'il s'engageait dans le processus de paix, qu'il veut une solution négociée. Et ils lui ont rappelé leur position, qu'ils sont strictement pour l'unité et l'intégrité territoriale du Mali et qu'ils veulent que ce problème soit réglé dans le cadre du dialogue, y compris l'accord de Ouagadougou qui a été signé. Donc il nous a dit qu'il n'y a aucune ambiguïté dans leur position et que les relations avec le Mali sont des relations qui datent des années 60 et auxquelles ils tiennent plus que partout ailleurs. 6 mois après votre nomination à la tête de ce département. D'abord, la diplomatie malienne, elle est dirigée par le président de la République. Et je crois que tous nos compatriotes voient que le président Keïta, immédiatement après la campagne, il n'a pas eu une minute de repos. Il est sorti de la campagne et il y avait trop de choses à faire.
il fallait expliquer le Mali à l'extérieur, expliquer que le Mali est de retour. Il y a beaucoup de forums internationaux où quand on parlait du Mali, c'était toujours le pays en problème, le pays en crise. Et le président, y compris avec moi-même, avec le Premier ministre, avec les autres collègues, nous essayons de nous efforcer pour d'abord expliquer aux gens que le Mali est de retour sur la scène internationale. Visite du ministre danois du Commerce extérieur et de la coopération au développement dans notre pays avec son homologue malien. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens d'amitié entre les deux pays, la bonne gouvernance et la défense des droits de l'homme au Mali. Le compte rendu de Agali Agagissa. Avec cette visite au Mali du premier responsable danois du commerce extérieur et de la coopération au développement, l'axe Bamako-Copenhague sera renforcé davantage. La rencontre entre les deux ministres a permis de revisiter le domaine de coopération entre le Mali et le Royaume du Danemark. Je suis au Mali pour raffirmer la bonne coopération entre l'État malien et le peuple et le gouvernement danois. Le Danemark tient à apporter toute l'aide que nous puissions afin que le Mali survienne la crise. On est prêt à aider autant que nous puissions. Le Danemark est engagé sur plusieurs niveaux. Un de ce niveau est l'aide au secteur privé. Le Danemark est aussi engagé en ce qui concerne la situation sécuritaire au Mali. Le Danemark a mis à la disposition des forces nationales et des forces internationales sous l'égide de MINUSMA un avion cargo, un avion de fret Hercules. Le Danemark tient à soutenir la bonne gouvernance et la mise d'un état de droit. Le gouvernement malien salue l'intérêt qu'accordent les autorités danoises aux liens d'amitié entre les deux pays. C'est un exemple de coopération qui va dans le bon sens. Ils sont aussi en train de financer le processus de réconciliation à travers le dialogue communautaire. Et vraiment, je peux dire que c'est une coopération qui est très saine et qui va en se développant dans l'intérêt du peuple malien. Le ministre danois est à la tête d'une forte délégation qui doit rencontrer plusieurs acteurs de développement et recenser les besoins en matière de la bonne gouvernance et la promotion des droits de l'homme. Le ministre délégué chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire a participé à la deuxième rencontre des ministres en charge de l'élevage des pays membres de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma tenue à Ouagadougou le 15 mars 2014. Cette réunion s'est tenue dans un contexte d'achèvement de programmes et d'orientation stratégique vers une nouvelle phase. Les ministres ont instruit une harmonisation du deuxième programme de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourma avec le programme d'appui au pastoralisme au Sahel en cours d'élaboration dans les différents États sous financement de la Banque mondiale. Salon préparatoire des journées pédagogiques Nko, l'espace de promotion de cette langue doit permettre aux formateurs de plaider auprès des autorités pour l'insertion de l'écriture et de la langue Nko dans le système éducatif. Fademba Keita. Les initiateurs de ce salon veulent promouvoir la langue Nko, une langue littéraire, mais aussi une littérature écrite en langue mandingue, utilisant des caractères particuliers. La rencontre qui regroupe aussi bien les formateurs que certains promoteurs d'écoles et universités où est enseigné le Nko vise à plaider pour l'insertion de celui-ci dans les programmes de l'enseignement au Mali. Il faudrait que nous arrivions à comprendre nos retards. Qu'est-ce qui fait que 50 ans d'indépendance, l'Afrique ne décolle pas? Il faut que nous retournons à nos valeurs. Parce que nos langues, nos écritures, cette écriture Nko, elle est une écriture qui prend toutes les spécificités et les dimensions de nos langues africaines. Pour le parrain des journées pédagogiques Nko, les langues nationales en général et le Nko en particulier constituent un passage obligé pour le développement socio-économique du pays. Si on pouvait écrire toutes nos lois dans une écriture accessible à tous les Maliens, vous voyez que ce serait formidable. Vous verrez que même nos lois peut-être changeraient de forme, parce qu'une partie de nos députés ne maîtrisent pas la langue juridique, le langage juridique, l'écriture juridique.
dans laquelle on leur demande d'adopter pourtant des grandes décisions majeures pour l'avenir de ce pays. Ces journées pédagogiques sont suivies de sessions de formation des formateurs de la langue Ko. Inventé par le Guinéen Solomon Kanté le 14 avril 1949 à Bingerville, la République de Côte d'Ivoire, l'alphabet Nko connaît aujourd'hui un essor impressionnant à travers le monde. En plus de cette université américaine, dans la sous-région, le Ko est depuis 2 ans enseigné à l'université Julius Nyerere de Kankan en Guinée-Conakry. Les femmes des camps militaires disposent désormais d'un projet pour leur promotion socio-économique. 250 millions de francs CFA, c'est le coût du projet, financé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, le compte-rendu de Khadija Toukone. Afin d'atteindre l'un des objectifs visés par le gouvernement malien, à savoir créer 200 000 emplois d'ici à l'horizon 2017, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA vient d'initier le projet de développement des compétences des femmes des camps militaires avec l'appui du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec celui de la Défense et des anciens combattants. Il s'agira pour nous, FAFPA, de former les femmes avec des kits de matériel qui leur seront laissés à la fin de la formation. Elles vont donc se regrouper et s'organiser pour faire la production avec ces matériels et de vendre les produits. Ce projet de formation sera réalisé donc au fur et à mesure dans les camps de Kati, Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le développement d'un pays passe par la professionnalisation et l'employabilité. Ce projet donnera donc aux femmes des camps le maximum de chances à s'auto-entretenir et à améliorer leur cadre de vie. C'est une initiative très salutaire pour la simple raison que le projet de développement des compétences des femmes des camps militaires va permettre en réalité de créer beaucoup de complicité et d'amitié entre les femmes des camps. Toutes les femmes vont travailler ensemble. D'une durée d'1 an, ce projet parti de Bamako touchera plusieurs autres régions du Mali. Réunion des acteurs de l'éducation des 8 pays africains membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle se tient dans le cadre de la session de formation des formateurs à l'approche école et langue nationale de la lecture et de l'écriture. Nando Dambélé. Cette session régionale de recyclage est un véritable cadre de capitalisation, d'échange d'expériences et d'expertise au service de l'enseignement bilingue dans les pays africains. Le choix du Mali pour l'abriter n'est pas fortuit. Le Mali est un grand pays reconnu pour son hospitalité légendaire, mais aussi un pays pionnier dans la mise en œuvre des politiques du bilinguisme en Afrique subsaharienne. Malgré les efforts consentis par les pays de l'Afrique subsaharienne pour l'atteinte de la scolarisation universelle, le défi relatif à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages demeure. Une des stratégies visant cette amélioration est l'utilisation des langues nationales. C'est pour cette raison que le curriculum de l'enseignement fondamental en cours d'implantation au Mali vise un bilinguisme fonctionnel. L'enseignement y est dispensé aussi bien dans la langue officielle, qu'est le français, que dans les langues nationales. Ainsi, 11 langues instrumentalisées sont utilisées comme médium d'enseignement dans les écoles. Les participants à la présente session sont du Burkina Faso, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la RDC, du Niger, du Sénégal et bien sûr du Mali. Le ministre du Développement rural vient de visiter certaines réalisations de l'Office du périmètre irrigué de Baguineda. Il s'est également rendu sur le chantier du centre de démonstration technologique sino-malienne. Au terme de sa visite, le ministre a évoqué l'importance de la formation des paysans pour de meilleurs résultats agricoles. Moussa Fani. La première étape de cette visite a concerné les sentiers du centre agricole de démonstration technologique sino-malienne à Baguineda. Les travaux de construction qui ont débuté le 15 décembre 2012 doivent prendre fin en juin prochain. C'est un centre qui devra permettre d'augmenter la capacité de production céréalière et de relever les niveaux de sécurité alimentaire. La structure permettra également de contribuer à vulgariser les technologies avancées et la formation du personnel. Aujourd'hui, il faudrait donc que la direction de l'IR, en rapport
avec la direction nationale de l'agriculture, réfléchissent vraiment comment vulgariser les résultats attendus vraiment par ce centre. Comment assurer vraiment la pérennité du financement du centre après le retrait du partenaire chinois. Les ministres et sa délégation se sont rendus sur les périmètres irrigués de Baguinida. L'office du périmètre irrigué de Baguinida a pour objectif de promouvoir la production du riz et des produits céréaliers. Quand on regarde d'année en année, par rapport à l'office du périmètre de Baguinida, la production est en train de s'augmenter. L'année dernière, le rendement du riz était de 4,9. Cette année, le rendement est de 5,1 si vous voulez. Nous ambitionnons dans le périmètre de Bamako réaliser un agropole. Et de ce point de vue, le PIB aura un rôle central à jouer. Mais pour ce faire, c'est-à-dire qu'on a réalisé des périmètres, on a investi à réaliser des périmètres. Et les périmètres sont des moyens pour atteindre des objectifs de développement. Si ce que nous faisons est bon, il y a nécessairement une question de rationalité. L'office du périmètre irrigué de Baguinida au PIB couvre une superficie de plus de 19 000 hectares pour 22 villages. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les responsables de l'OPIB avant d'assister à une projection de diapositives sur les activités de la structure. Le ministre a salué les réalisations de l'OPIB. Selon lui, la structure peut mieux faire encore. Fin de la rencontre de la communauté des Bérétés du Mali dans le cercle des Bérétés, pas du Mali seulement, dans le cercle de Koutialan, 3e région. Ce rendez-vous premier du genre a permis aux Bérétés du Mali, donc du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée d'échanger pendant 4 jours sur l'origine et l'avenir de ce patronyme séparé par la colonisation. Envoyé spéciaux, Abdrahman Mega et Daouda Kone. Ce premier rendez-vous de Sougumba traduit la volonté des Bérétés du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Volonté qui consiste pour ces patronymes venus de 5 pays de la sous-région ouest africaine à se donner désormais la main pour converger vers un destin commun. Cette rencontre de 4 jours a permis à cette communauté, séparée par la colonisation et la migration, d'échanger sur l'avenir des Bérétés dans ce monde. Nous sommes organisés en communauté pour qu'on se retrouve, qu'on se rencontre. Parce que ce n'est pas simplement au Mali qu'on trouve des Bérétés ou Bérétés. Nous avons cherché à nous rencontrer, à nous connaître nous-mêmes. Ce rendez-vous, le premier du genre dans cette localité, a également permis aux participants de se ressourcer à travers plusieurs activités. Outre les manifestations artistiques et culturelles, cette retrouvaille a été l'occasion pour les invités de visiter certains sites touristiques de la commune de Sougumba. En plus de ces activités, une conférence de base sur l'origine des Bérétés a constitué le plat de résistance de cette... Que les autres te disent, te portent un nom, une profession, c'est à toi de dire aux autres qui es-tu, d'où viens-tu. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a expliqué à l'assistance les nouvelles ambitions de son département, celle de multiplier les destinations touristiques du Mali. Dans ce sens, selon Aïssata Bengali, le département de l'Artisanat et du Tourisme a entrepris un certain nombre de démarches visant à faire du Kénédougou une zone touristique par excellence. Très prochainement, nous allons présenter au Conseil des ministres une communication dans le cadre du tourisme scolaire et universitaire. Donc, c'est pour encourager les nationaux à visiter leur patrimoine. Donc, ce qui est très important, en plus de cela, nous lançons un appel très précis aux visiteurs étrangers pour leur dire que vraiment Mali is back. La concrétisation de cette visée politique permettra de donner certainement à Sougumba, à plus de 500 km de Bamako dans la région de Sikasso, un nouvel essor économique. Et cela grâce à la réalisation de plusieurs pistes permettant d'écouler facilement la production agricole vers les zones de consommation. Appui du ministère de l'Artisanat et du Tourisme aux acteurs des 2 secteurs de l'artisanat et du tourisme. Donc, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme offre divers kits à des associations, centres de formation, unités de production et coopératives d'artisans pour renforcer leurs capacités. Pour cette première livraison, ces matériels d'équipement de production et de services sont composés de moulins, de machines à coudre et de kits coiffure pour Tombouctou, Gao, Bougouni et Bamako. Dans le domaine du tourisme, suite à la crise 2012-2013 qui a durement affecté le secteur, le ministère a sollicité et obtenu
auprès du gouvernement un appui en céréales pour l'association des guides du Mali. C'est ainsi que 28 tonnes, 710 kg de céréales ont été reçues pour les 522 membres de l'association, soit 55 kg par membre. Suite à la lettre du Premier ministre relative à la promotion des meubles produits localement au Mali, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, au nom de tous les artisans, remercie le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement pour cet acte hautement patriotique en faveur de l'artisanat, un secteur stratégique de l'économie nationale particulièrement affecté par la double crise institutionnelle et sécuritaire. Forum des organisations de la société civile à Ségou, il regroupe les responsables et acteurs des organisations de Ségou et de Mopti et vise à créer un cadre de dialogue et de renforcement des capacités entre les organisations de la société civile. Kandesila compte rendu. Initiative du Forum des organisations de la société civile, la rencontre de Ségou vise à partager avec les responsables et acteurs de la société civile des régions de Ségou et de Mopti sur cette approche de forum qui se veut une dynamique pour assurer la représentation et la représentativité des organisations de la société civile sur les questions politiques. La vision du Forum pour le Mali, c'est le Mali est un État démocratique et émergent où les femmes et les hommes exercent leurs droits politiques, économiques et socio-culturels et contribuent au développement durable du pays. Durant 3 jours, les participants échangeront sur la vision du forum, ses axes stratégiques, mais également sur le dispositif du forum basé sur le concept de redevabilité. C'est le dispositif qui permet de rendre compte aux membres du forum et également aux autres acteurs du développement du Mali. Cette approche, mesdames et messieurs, de spécialisation par thématique est un gage de professionnalisation qui permettra au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux autres acteurs du développement d'avoir en face des interlocuteurs aptes à être des forces de proposition dans les espaces et cadres de concertation. Tout en saluant cette initiative qui a bénéficié du concours de la coopération allemande à travers GIZ, le directeur de cabinet a enfin exhorté les responsables à une participation positive aux travaux dont le résultat escompté est l'avènement d'une société civile forte au Mali. L'ONG Union pour un avenir écologique et solidaire vient de faire le bilan de 6 mois d'activités exécutées dans le village de Tacharan, dans la région de Gao. Ce projet a appuyé plus de 1800 ménages vulnérables du village en céréales et semences et s'inscrivait dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2 de Gao, Boubacar Babletouré. Le programme d'appui aux activités agricoles pour la campagne 2013-2014 dans le village de Tacharan, à 25 km de Gao, vient de boucler 6 mois d'activité. Occasion pour l'ONG Union pour un avenir écologique et solidaire UAVS, initiatrice, de faire un bilan d'évaluation. D'où la tenue de cette rencontre avec les bénéficiaires. Ce qui nous a beaucoup réconforté à l'UAVS, c'est le changement de comportement, de mentalité de communauté, de ne pas rester attentiste, de s'organiser et de pouvoir faire le plaidoyer par rapport à leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est la semence. Demain, c'est la nourriture, l'alimentation des gens. Un des acquis majeurs de ce projet fut la formation d'un comité de gestion local et la mise en place d'une banque de céréales dans le but d'assurer une autosuffisance alimentaire dans le village. La semence, c'est ça la priorité. C'est ça la priorité parce que c'est ça qu'il est difficile de l'avoir quand il n'en a pas. Donc le moment qu'ils ont reçu la semence, c'est le moment bienvenu vraiment pour la population. Le but recherché dans ce projet, c'est de savoir si le projet a eu un impact sur les bénéficiaires. Et puis, comment aussi dupliquer ce projet à d'autres projets. Pour mémoire, ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile POS 2 a octroyé des vivres et des semences à plus de 1800 ménages vulnérables de Tacharan. Il a été financé par l'Union européenne, le Danemark, le Canada, la Suisse et la Suède à hauteur de 30 millions de francs CFA.
4e édition des Semaines de Caritas Mali, diocèse de Sikasso. Consultation médicale, don de médicaments et distribution de nattes au profit des personnes vulnérables de Karangasso, Koutiala et Sikasso ont été les temps forts de cette édition. Le compte rendu de Daouda Diakité. Consultation médicale gratuite suivie des traitements et de dons de médicaments au profit des populations vulnérables de l'aire de santé de la paroisse de Karangasso, du lait en poudre et des jouets pour les 16 pensionnaires de l'orphelinat Saint-Joseph, des nattes et des lots de médicaments pour les maisons d'arrêt de Koutiala et de Sikasso sont entre autres actions de grâce qui ont marqué la 4e édition des Semaines de Caritas Mali, diocèse de Sikasso. L'organisation des Semaines Caritas rentre dans le cadre d'un principe de l'Église catholique. Et dans ce principe, il y a Jésus lui-même qui nous dit que nous serons jugés en fonction de notre rapport avec nos concitoyens. Ici, la joie et le bonheur qui illuminaient les visages en disaient long sur la portée de cette marque d'attention. Ces gestes de la part de Caritas nous vont droit au cœur. Elle nous prouve quelque part que, au-delà de notre condition de vie à l'intérieur de nos maisons d'arrêt, de détenus, il y a des personnes qui pensent à eux. Le thème de cette 4e édition s'articule autour de la réconciliation. La réconciliation, chemin de vie, pour que le vivre ensemble dans le pardon nous amène vers la paix. Rappelons que Caritas est la plus grande organisation humanitaire catholique qui œuvre au Mali depuis plus de 5 décennies. La 13e édition de la Ziara omarienne de Konyakari a enregistré la présence du calife général de la famille Thierno Bassirou Moutagatal. Cette rencontre de la grande famille omarienne a été marquée par des prières et des bénédictions pour le Mali, le Sénégal et toute la Oumma islamique. Ibrahim Achokari. Les éditions des Ziara se suivent mais ne se ressemblent pas. L'édition 2013 de la Ziara omarienne de Konyakari a enregistré la venue des pèlerins des régions du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie. La présence à cette édition du calife général de la famille omarienne, El Haj Thierno Bassirou Mountaga Aha Cheikh Oumar Fouti Tall de Louga, reçu avec honneur à Kaï et à Konyakari, est une autre raison de la grande mobilisation des fidèles autour de cet événement religieux de Konyakari, la Ziara. Des rassemblements comme la Ziara de Konyakari sont des choses à féliciter dans notre pays et à entretenir. Parce que non seulement c'est l'occasion d'implorer le pardon de Dieu, à Dieu, et c'est l'occasion aussi de dire à l'ensemble des populations musulmanes de se retrouver et de se ressouder. Sur les traces de son arrière-grand-père, le guide religieux est venu à Konyakari pour participer à la rencontre de la famille et prêcher la cohésion et l'entente entre tous les musulmans. C'est ici, au Mali, que le calife général a eu sa première éducation religieuse. Cette ziara, 13e du genre à Konyakari, a permis aux fidèles de renforcer leur amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et aussi renforcer l'invocation de Dieu à travers les prières et bénédictions. Tous les intervenants ont salué l'arrivée du calife général, patriarche de la famille omarienne et grand érudit. Thierno Bassirou Tall, dans son long réquisitoire, a salué l'engagement et le travail de Thierno Amadou Hadid Tall de Nioro du Sahel et d'El Haj Hamenyang de Kaï dans la poursuite des actions d'El Haj Omar Fouti Tall. Prières et bénédictions ont sanctionné cette 13e édition de la Ziara omarienne de Konyakari. Prochain rendez-vous des Omariens au Mali, c'est le 27 mars à Deguembéré et à Banyagara. C'est parti pour la 4e édition du Festival de la jeunesse Bamako, intitulé Kalankadi, au programme lecture, prestation de slam, distribution de 95 livres dans 10 établissements partenaires. Cette édition, je vous le signale, rend hommage au père de la liberté, Nelson Mandela. Pour plus de détails, nous allons écouter Lassana Ogo Diara au micro de Fatoumata Kone. Kalankadi, c'est un festival de littérature de jeunesse avec plusieurs activités, parce qu'on essaie de promouvoir le livre de lecture de jeunesse. Donc, raison pour laquelle les auteurs interviennent dans les lycées, on a des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture, c'est un peu la fête et la célébration du livre. Cette année, la particularité, c'est qu'on lance la campagne de 95 livres dans 95 lieux.
Parce que pour nous, la symbolique, c'est qu'on est parti de ce que Nelson Mandela a dit. Il a dit une nation qui lie est une nation qui gagne. Cette année, on a ajouté la paix. Donc, raison pour laquelle, après l'émotion suscitée par sa disparition, on s'est dit 95 livres, comme l'âge de Mandela, qu'on va offrir dans 95 lieux. Aujourd'hui, c'est le démarrage. C'est pas vraiment en tant que concours, mais c'est plutôt participatif. Je vous ai dit, il y aura un atelier d'écriture, il y aura des ateliers de contes, il y aura des conférences, débats, et la clôture, c'est samedi prochain à la Médina, avec la création d'un club de lecture aussi. C'est reste qu'ouvrir un livre, madame, c'est une victoire. C'est-à-dire que le fait de toucher, d'avoir l'amour pour le livre, même un enfant qui ne lit pas, qui le touche la première fois, c'est excellent. Projection d'une série de courts-métrages et de films documentaires sur le thème de la ville, un avant-goût, dirais-je, du projet Bamako 2030, Ma ville demain, initié par la mairie du district. 4 productions cinématographiques étaient ainsi au programme. Pour plus de précision, écoutons Koulibaly Juliette Paradis, urbaniste et conseillère du gouverneur du district, au micro de Modibo Soirée. Bamako 2030, c'est une réflexion sur l'avenir de la ville de Bamako que les élus du district de Bamako ont eu avec l'ensemble des communes riveraines de Bamako. Et cette réflexion qui projette la ville à 20 ans, c'est le temps d'un schéma directeur d'urbanisme. Et ce travail a pour objectif de reprendre en fait la planification de cette ville parce qu'il y a urgence, parce que c'est une ville qui croît très très vite. Entre les 2 derniers recensements, elle a pris 1 million d'habitants. Donc il est important d'organiser cette ville. Et aujourd'hui, on a une série de projections de films qui font partie de cet ensemble d'événements culturels. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette série de projections, de courts-métrages et films sur le thème de la ville? Oui, donc en fait, l'objectif de cette projection, c'était de pouvoir avoir un foisonnement d'idées pour s'enrichir, pour réfléchir la ville de Bamako avec beaucoup de références et donc de les partager en commun. Et donc on a eu la chance d'avoir avec l'Institut de recherche et de développement un grand nombre de films sur des expériences donc, de villes venues d'ailleurs, que ce soit l'Asie, Chandigarh par exemple ce soir, que ce soit l'Amérique latine, Mexico tout à l'heure, que ce soit aussi le Brésil, Brasilia, mais aussi d'autres villes d'Afrique, Ouagadougou. Tout à l'heure on avait aussi une ville du Cameroun, où on a des références d'autres villes qui ont aussi à se projeter dans l'avenir, qui ont aussi à se confronter à la croissance urbaine, à la pauvreté, à un certain nombre d'atouts, un certain nombre d'handicaps, et donc qui doivent y faire face. Et c'est en se référant à ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi qu'on peut réfléchir Bamako et inscrire aussi Bamako comme une ville qui compte parmi les autres villes du monde. Fin le week-end de la semaine de promotion de la filière coton, elle a été couronnée par un défilé qui a mis en compétition plusieurs salons de couture. Une finale à laquelle étaient présents les ministres de l'artisanat et du tourisme et de la promotion de la femme. Moussa Tidiane Kanté pour le compte rendu. Après une semaine intense de promotion de la filière coton-textile, les rideaux se referment enfin ce samedi soir par une finale de défilé de mode organisée par l'espace Création. Cette semaine a été l'occasion de faire connaître le savoir-faire de nos talentueux créateurs et apprécier leurs merveilleux produits à travers la visite des stands au musée national. Tout cela est réjouissant et porteur d'espoir. Espoir dans un monde si concurrentiel où seuls les meilleurs ont une chance de gagner. Nous avons des femmes et des hommes capables de s'imposer dans ce monde par la qualité de leurs produits. La créativité et l'esthétique sont de rigueur pour départager les candidats. 3 stylistes retiennent l'attention des membres du jury. Ces petites créations après un long parcours qui s'étaille la première place en emportant le ciseau Diamant, Chris Seydou. La deuxième place, le ciseau d'or revient à Azara Style. Et enfin, Saramaya Couture pour le ciseau d'argent. Textile Création a tenu ses promesses de communion du monde artisanal du textile et de la mode. La fête a été belle grâce à l'implication directe ou indirecte des partenaires, des sponsors, des créateurs de mode, des hôtesses, des mannequins et ce brave public qui, durant toutes ces péripéties, avec l'engouement requis, a vibré à la cadence des artistes invités. Des imperfections certes, mais l'ambition est grande. Notre ambition n'était pas d'intégrer la sphère des extraterrestres, mais d'apporter notre contribution à la promotion de l'artisanat et du textile malien. Journée Textile Création a vécu vivement l'édition 2015
pour de nouvelles innovations, de la nouvelle activité et surtout beaucoup d'échanges pour la promotion du textile malien. Une nouvelle parution dans vos kiosques, Fraternité africaine, c'est son nom, un hebdomadaire d'investigation, d'analyse et d'information générale vendu au prix de 300 francs CFA. Aux Échos, joyeux anniversaire. Le premier journal privé du Mali célèbre aujourd'hui, 17 mars, son 25e anniversaire. Occasion pour le quotidien de publier un numéro spécial avec des reportages inédits, des témoignages et des hommages. Bonne fête à nos confrères des Échos. Sport, natation. La Fédération nationale de la discipline a tenu son 4e congrès ordinaire. À l'issue des travaux, un nouveau bureau a été élu pour conduire les destinées de la discipline pour les 4 années à venir. Isaac Tchenou. Après compte tenu des activités menées par le bureau sortant et le lecture de texte, les délégués venus des différentes ligues affiliées à la Fédération de natation ont procédé au renouvellement du bureau. À l'issue des travaux, Mamourou Boiré rempile pour un nouveau mandat de 4 ans. Pas de grands changements. 5 nouveaux postes ont été créés et l'ancien directeur technique passe désormais secrétaire général. Un nouveau bureau qui ambitionne de multiplier les compétitions et d'œuvrer pour que le Mali puisse se qualifier dans les grandes compétitions en obtenant les minima et pourquoi pas donner au Mali un champion continental. Le représentant du département des sports a rappelé la vision du département de tutelle. L'importance que nous donnons au niveau du département, c'est que les structures soient à leur image, que l'image soit aussi importante que l'activité elle-même. Une activité de natation, vraiment, à travers le monde entier, c'est une activité assez importante. Donc, il faudrait que vous, les acteurs, les responsables d'autres acteurs, que vous vous appropriez de ces concepts pour pouvoir les inculquer aux autres, pour donner le réellement que l'État souhaite à cette activité. Il faut que la natation, au niveau des fédérations, comme toutes les autres fédérations, qu'on produise des résultats. Et pour produire des résultats, il faut travailler, et bien travailler. La nouvelle équipe est passée de 12 à 17 mois. Du sport à la santé, il n'y a qu'un pas. Et dans la chronique santé du jour, nous nous intéressons à la fois au développement psycho-émotionnel et à la santé de l'enfant de 0 à 5 ans. C'est ce que donnent aux enfants de la commune de Zantibougou le projet d'appui à la survie et au développement du jeune enfant. Projet lancé la semaine dernière seulement. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Le projet d'appui à la survie et au développement du jeune enfant, c'est un investissement de 125 millions de francs CFA en 10 mois dans la commune de Zantibougou. Un financement UNICEF et une mise en œuvre de l'ONG Born Fonden qui offre aux tout petits les meilleurs services pour les enfants de 4 et 5 ans en termes d'éveil psychologique et une préparation en perspective de l'éducation primaire, mais aussi un deuxième volet impliquant une surveillance préventive et un suivi nutritionnel à tous ceux qui ont entre 0 et 5 ans. Le volet nutrition va consister à dépister les enfants malnutris, aigus sévères et puis modérés. Et ça va consister aussi aux démonstrations culinaires au niveau des centres de santé. Donc c'est un peu le paquet dépistage et démonstration nutritionnelle. Ce qui est moins connu comme soin aux jeunes enfants, c'est la stimulation cognitive, une approche pas nouvelle mais novatrice de communication avec l'enfant et qui met de son côté toutes les chances. En termes simples, c'est des jeux. Je peux parler à mon enfant, je peux jouer avec mon enfant. Je prends un exemple tout simple, un enfant de 6 mois ou un enfant de moins de 6 mois. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec un enfant de moins de 6 mois? La maman, en donnant le sein à l'enfant, peut regarder son enfant, peut commencer à sourire avec son enfant et ça constitue la base même de la stimulation. Ça aboutit vraiment au développement harmonieux de l'enfant. Parce qu'un enfant qui est stimulé dès le bas âge, il ne sera pas refermé sur lui-même. Il va regarder l'extérieur, il va sourire, il va chanter
il va s'épanouir. Sur le terrain, le projet sera exécuté dans et autour des CDPE, les centres de développement de la petite enfance, ces structures qu'on pourrait appeler jardins d'enfants. Une activité dans 29 des 42 villages de la commune et qui sera menée pour l'essentiel par les mères éducatrices. C'est des femmes, généralement bénévoles, choisies dans leur milieu de vie et généralement alphabétisées ou même lettrées, qui sont formées sur le tas en matière de développement de la petite enfance et mises en classe pour s'occuper de ces enfants. Donc, qui dit s'occuper de ces enfants, c'est les aider à se développer mentalement, à se préparer physiquement, à se préparer émotionnellement pour pouvoir continuer dans la vie scolaire. Les concepteurs du projet ont choisi l'approche communautaire pour assurer sa pérennisation et des retombées pour l'ensemble des villages de la commune. Le projet a une composante renforcement des capacités et qui est basée sur les structures techniques de l'État. Les CESCOM vont en bénéficier, les 3 CESCOM de la commune rurale des Antjebougou vont en bénéficier. Ça veut dire que quand le DTC, le staff du CESCOM est formé et toutes les autres populations qui viennent ici bénéficient d'une manière ou d'une autre du projet. Le recours à ces jardins d'enfants s'explique. Les enfants qui y passent sont mieux éveillés et plus performants que ceux qui sont allés directement à l'école primaire. Je vous remercie pour votre fidélité. Retrouvez l'information sur votre chaîne nationale demain dans la journée avec Kadiatou Kolin. Je vous retrouve avec plaisir pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous.